En Guinée équatoriale, l'investiture ce vendredi du président réélu Théodore Obiang Nguema devant un invité pour le moins curieux, Jean-Marie Le Pen, fondateur et eurodéputé français du Front National. Enfin, en Afrique du Sud, l'université de Fort Hare, connue pour avoir formé plusieurs leaders africains, a célébré son centenaire dans un contexte tendu par des manifestations étudiantes au sein de la faculté. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Démarrons cette édition par le Gabon. Suite à des menaces de poursuite judiciaire, l'opposant Jean Ping, candidat à l'élection présidentielle de 2016, a affirmé ce vendredi être devenu la cible à abattre du régime d'Ali Bongo Ondimba. Lors d'une conférence de presse à Libreville, il a déclaré, je cite, « Depuis un certain temps, je suis devenu la cible à abattre absolument ». Fin de citation. L'ancien président de la Commission de l'Union africaine a accusé le pouvoir de vouloir instrumentaliser la justice pour tenter de le rendre inéligible. En effet, la semaine dernière, le porte-parole du gouvernement, Alain-Claude Billy Binze, avait menacé Jean Ping de poursuites judiciaires après des propos selon lesquels il voulait se débarrasser des cafards, l'accusant de vouloir provoquer une guerre civile. Une déclaration qu'a qualifiée ce vendredi de montage grossier et indigne. L'opposant, si la campagne de l'élection présidentielle qui doit avoir lieu entre août et octobre n'a pas encore officiellement commencé, les polémiques et invectives par voie de presse entre pouvoir et opposants se multiplient depuis plusieurs semaines. L'opposant congolais Moïse Katumbi Chapwe, candidat déclaré à la présidentielle, est poursuivi par la justice, a quitté ce vendredi soir la République démocratique du Congo pour l'Afrique du Sud. Katumbi a décollé de l'aéroport de Lubumbashi à 20h03, soit 18h03 GMT, à bord d'un jet immatriculé ZS AQS dans cette ville du sud-est de la RDC. Quelques heures plus tôt, les autorités de Kinshasa avaient annoncé avoir accédé à sa demande de se faire soigner à l'étranger. L'actualité en RDC, c'est aussi la condamnation à 12 mois de prison assortie à une amende de 100 000 francs congolais de 3 activistes arrêtés à Kinshasa à la veille d'une journée ville morte. Pendant ce temps, l'armée égyptienne annonce la découverte des débris et des effets personnels des passagers du vol d'Egypte Air qui s'est abîmé jeudi en mer Méditerranée avec 66 personnes à bord. On fait le point de ces informations avec Emmanuel Crépi dans l'Afrique en bref. En Égypte, l'armée a annoncé avoir découvert ce vendredi des débris et des effets personnels des passagers du vol d'Egypte Air qui s'est abîmé la veille en mer Méditerranée avec 66 personnes à bord. Selon un communiqué de l'armée, ces débris de l'appareil ont été retrouvés à 290 km au nord d'Alexandrie. L'hypothèse d'un attentat est sérieusement envisagée par l'Égypte et les experts en raison de l'absence totale de messages de détresse émis par l'équipage avant la chute brutale de l'appareil. Grâce à ces premiers débris, les autorités espèrent comprendre comment le vol MS-804 a brusquement disparu des écrans radars alors qu'il survolait la Méditerranée orientale. Il faut dire que les recherches se poursuivent dans les eaux. En République démocratique du Congo, les 3 activistes arrêtés à Kinshasa à la veille de la journée ville morte ont été condamnés ce vendredi à 12 mois de prison et à une amende de 100 000 francs congolais. Bienvenu Matumo et héritier capitaine du mouvement Lucha, lutte pour le changement, ainsi que Victor Tessongo, jeune militant de l'opposition, étaient poursuivis pour propagation de faux bruits et incitation à la désobéissance civile. Des accusations que leurs avocats continuent de juger comme infondées. Ces derniers ont promis d'interjeter appel. Il faut dire que ces condamnations interviennent 3 mois après leur arrestation à Kinshasa. En Angola, le militant des droits de l'homme Marcos Mavungo, condamné à 6 ans de prison en septembre 2015 pour avoir organisé des manifestations contre le gouvernement dans l'enclave pétrolière de Cabinda, dans le nord du pays, a été acquitté en appel ce vendredi par la Cour suprême. Après avoir analysé l'appel interjeté par la défense, la Cour suprême a conclu que les faits reprochés à l'accusé sont inexistants. Marcos Mavungo a été libéré dans la matinée de ce vendredi. Arrêté en mars 2015, quelques heures avant l'organisation d'une marche pour protester contre la mauvaise gouvernance de la province de Cabinda, il avait été reconnu coupable d'incitation à la rébellion.
En bref et en images, en Guinée équatoriale, Jean-Marie Le Pen, fondateur et eurodéputé français du Front National, a assisté à Malabo ce vendredi à la cérémonie d'investiture du président de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Basogo, réélu avec 93,7% des suffrages le 24 avril dernier. Étaient également présents à cette cérémonie les chefs d'État de Centrafrique, du Congo-Brazzaville, du Gabon, de Guinée-Conakry, du Mali, du Niger, du Tchad et de Sao Tomé. Âgé de 73 ans, Teodoro Obiang Nguema est arrivé au pouvoir en 1979 par un coup d'État et dirige depuis son pays d'une main de fer. Son régime est régulièrement dénoncé par les organisations de défense des droits de l'homme pour la répression des opposants, des organisations indépendantes de la société civile et des médias, ainsi que pour l'ampleur de la corruption. Cap à présent sur la Tunisie, le 10e congrès du parti islamiste tunisien Ennahda s'est ouvert ce vendredi, un congrès de 3 jours qui consacrera la séparation entre les activités politiques et les activités de prédication du parti. Images et sons à travers cet élément. Ce congrès changera l'avenir d'Ennahda. Il fera du parti islamiste tunisien un parti civil comme les autres. Une étape majeure dans l'histoire de cette coalition qui veut à tout prix changer son image et élargir sa base. En effet, Ennahda veut officialiser sa séparation entre les activités politiques et religieuses. Première force à l'Assemblée nationale, la formation islamiste participe à l'actuel gouvernement aux côtés du parti laïque Nida Tounes. Les fondations de bienfaisance et de prédication sont connues comme étant la base fondamentale de ce mouvement depuis sa création. Mais une fois l'image du parti changée, ces fondations ne pourront plus être liées à l'organisation du parti. D'après les dirigeants d'Ennahda, cette séparation doit permettre au parti de se consacrer à l'action politique. Ce tournant sera soumis au vote des militants. À travers cette réforme, les dirigeants d'Ennahda veulent en faire un parti ouvert à tous les Tunisiens qui en majorité refusent l'amalgame religion-politique. Ils veulent également rajeunir et féminiser le parti. Mais pour ce qui est de la présidence de la formation politique, c'est l'actuel président Rachid Ghannouchi qui devrait être reconduit lors d'un vote prévu au début du congrès. Au Nigeria, la jeune fille présentée par l'armée comme une seconde rescapée du lycée de Chibok ne fait pas partie des 219 lycéennes enlevées par Boko Haram en 2014. C'est ce qu'a révélé hier le mouvement Bring Back Our Girls. Selon ce mouvement, Sarah Luka a bel et bien étudié dans le même établissement que les filles enlevées, mais n'avait pas été kidnappée avec les autres lycéennes. Le 14 avril 2014, Sarah Luka aurait plutôt été enlevée par les insurgés dans sa maison à Madagali, à quelques 150 km de Chibok, dans l'état voisin d'Adamawa. Mais pour sa part, l'organisation Human Rights Watch s'inquiète de la tournure politique que prennent les événements au Nigeria au détriment de la première fille rescapée. Les acteurs de la dite organisation estiment que les premiers jours auraient dû être consacrés à sa santé ainsi que celle de son bébé avant d'en faire un événement politique. The first thing should be the humanity. D'abord, ce qui est le plus important, c'est l'humanité de cette fille et ses droits qui ont été violés par Boko Haram. Cela ne nous donne pas le droit de continuer de violer ses droits. Nous devrions respecter sa dignité et j'espère avec la deuxième rescapée que ce sera l'occasion de faire les choses bien et mettre les droits de cette fille et de celles qui seront trouvées au centre de l'action du gouvernement. Les premiers jours auraient dû être consacrés à sa santé mentale, sa condition physique et médicale, ainsi que celle de son enfant, et de lui donner du temps avec sa famille, avant de sortir les caméras et d'en faire un événement politique, avant même de penser à son rétablissement. La priorité aurait dû être de la protéger. La prochaine étape pour l'armée devrait être une approche axée sur le renseignement et ne pas jeter son filet en espérant les attraper. Ça devrait être plus stratégique parce que ces filles pourraient fournir beaucoup d'informations susceptibles d'aider l'armée à atteindre l'objectif de sauver toutes les autres filles. Cette édition se poursuit en Afrique du Sud. L'université de Fort Hare, connue pour avoir formé plusieurs leaders africains comme Nelson Mandela ou encore Robert Mugabe, célébrait hier son centenaire. La commémoration intervient dans un contexte tendu dû à des manifestations étudiantes au sein de l'université. Reportage.
Selon plusieurs médias sud-africains, la police a utilisé des canons à eau pour disperser un groupe d'étudiants de l'université qui voulaient bloquer l'accès au complexe accueillant les personnalités invitées à la célébration du centenaire. Ce matin, les étudiants ont essayé de construire des barricades sur la route qui mène à l'université, a indiqué le porte-parole de la police. Nous avons renforcé la sécurité car depuis 2 jours, il y a beaucoup d'intimidation et des tentes installées pour la cérémonie ont été brûlées, a-t-il poursuivi, alors que le président sud-africain Jacob Zuma et son homologue zimbabwéen Robert Mugabe sont présents pour la cérémonie d'anniversaire. Après l'intervention de la police pour empêcher le blocage, les étudiants ont entamé une manifestation sur le campus de l'université. Déjà la veille, certains étudiants avaient lancé des pierres sur des policiers avant d'être dispersés à coups de grenades lacrymogènes. Ces violences à Fort Hare s'inscrivent dans un mouvement national de protestation des étudiants qui réclament depuis 1 an une scolarité moins chère et de meilleures conditions pour étudier. Fort Hare est connu pour être l'université qui a formé les élites noires sur le continent africain à l'époque où le gouvernement raciste de l'apartheid réservait les meilleures facultés pour les Blancs. Outre Nelson Mandela et Robert Mugabe, l'ex-président zambien Kenneth Kaunda ou encore l'ancien chef d'État tanzanien Julius Nyerere y ont aussi été formés. Dans son autobiographie, Nelson Mandela décrit Fort Hare comme un mélange d'Oxford, Cambridge, Harvard et Yale dans une seule université. Au Bénin, la CSTB, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, a tenu une conférence de presse en soutien aux travailleurs de Bénin Télécom SA réunis au sein du CILTRA-BT, le syndicat libre des travailleurs du Bénin. Au menu de la rencontre avec les hommes de médias, la lutte contre la scission de leur unité de production en vue de sa privatisation. Plus de précisions avec Asereou Brice Agossou et Paul Esseiko, respectivement secrétaire général du CILTRA-BT et de la CSTB. Ils interviennent au micro de Joël Yetonji et Floris Dossa. Nous sommes d'accord pour filialiser le secteur, mais pas pour diviser l'entreprise, pas pour morceler l'entreprise. Même en Europe, France Télécom fonctionne sur la base des filiales. Mais on n'a pas enlevé, on n'a pas coupé, on n'a pas découpé l'entreprise en morceaux tel que ça se fait au Bénin. La privatisation, il existe une loi en République du Bénin, la loi sur la dénationalisation, qui en son article 7 interdit la chose. Le forum qui va démarrer le 24, jusque-là nous ne sommes pas associés. Nous pensons qu'il faut qu'on nous associe. On ne peut pas dire qu'on veut faire l'économie numérique au Bénin sans les acteurs que nous sommes. Les gens ne peuvent pas venir de l'extérieur pour réfléchir à notre place. Nous nous battons pour la souveraineté de notre pays et non pour la vente de notre pays. La rupture est là. Celui qui a voulu dépecer et vendre tout, nous l'avons chassé. Alors, que veut faire Talon aujourd'hui? La balle est dans son camp et nous déciderons, nous autres. Voilà qui met un terme à cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Agréable journée à chacun et à tous. Restez